Le terrorisme est donc revenu à la une un peu partout en France depuis ces actes terroristes vendredi à Trèbes et à Carcassonne. La trêve d'union nationale n'a pas duré bien longtemps. Les critiques commencent à pleuvoir face au gouvernement. Emmanuel Macron dans l'épreuve, sa première réelle épreuve face au terrorisme. On en parle dans notre débat cet après-midi avec vous, Véronique Jacquier. Bonjour. Bonjour. Journaliste à Sud Radio. Et avec vous, Philippe-Henri Honegger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste du cabinet Ruben et Associés. Alors évidemment, on va parler de l'hommage national qui sera rendu au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Mais d'abord, on va parler d'un point de vue très politique, puisque c'est une affaire politique désormais aujourd'hui. Emmanuel Macron se heurte pour la première fois à un acte terroriste de grande ampleur sur le sol français. Ça commence à dégainer, si je puis dire, notamment dans l'opposition, notamment Nicolas Dupont-Aignan. On va l'écouter et on en reparle juste après. Allez, on écoute Nicolas Dupont-Aignan. Il faut rétablir l'état d'urgence, premier point, pour se donner les moyens juridiques, car nous ne les avons pas aujourd'hui, d'abord d'expulser les étrangers fichés S, premier point. Deuxième point, de voter le rétablissement de la double peine pour les délinquants étrangers, ça fera de la place dans les prisons. Troisième point, d'interdire le retour de tous les djihadistes, de leurs enfants qui ont été combattre en Syrie, parce que ce sont des futures bombes dans notre pays. Et puis, quatrième point, de trouver un système pour les fichiers S, à géométrie variable, bracelet électronique ou internement administratif. Ça veut dire que la nouvelle loi qui a été prise en octobre pour remplacer l'état d'urgence ne suffit pas ? Visiblement, en tous les cas, pour M. Dupont-Aignan, ça ne suffit pas, puisque c'est des propositions, en tous les cas, qu'il fait aujourd'hui, qui ne se trouvent pas dans le dispositif législatif tel qu'il a été adopté dans la dernière loi qui a été pondue par le gouvernement. Semble-t-il que pour lui, ça ne suffit pas, mais il a, semble-t-il, dans ses propos, focalisé son attention sur deux choses, qui sont, un, les fichiers S, et deux, les étrangers. Je ne suis pas certain que ces deux objectifs soient forcément ceux qui vont permettre d'empêcher des attentats tels qu'il y a eu il y a quelques jours en France. Il paraît compliqué, même si on s'intéresse aux fichiers S, même si on s'intéresse aux étrangers, de réussir à empêcher n'importe qui un jour de prendre un couteau et d'aller dans un supermarché. Véronique Jacquier, on a le sentiment d'assister régulièrement et tristement, hélas, à chaque lendemain d'attentat au même débat. Oui, alors tout à fait. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Dupont-Aignan dit exactement la même chose que Marine Le Pen et que Laurent Wauquiez, qui a dégainé ce matin. C'est toujours la même chose, la rétention des fichiers S les plus dangereux, l'expulsion des fichiers S, et puis bien entendu, comme le demande Laurent Wauquiez, le rétablissement de l'état d'urgence, alors qu'on a une loi qui vient d'être faite pour ça, et on voit effectivement qu'elle n'empêche pas un attentat. Donc on a toujours les mêmes mesures qui sont prodiguées, et j'ai envie de dire, on est dans de la politique spectacle, parce que il faut peut-être aller sur le terrain sur lequel est allé Manuel Valls hier, c'est-à-dire l'interdiction du salafisme, même s'il reconnaît que c'est difficilement applicable. Secte. C'est de le considérer comme une secte, le salafisme. Voilà, tout à fait. C'est ce que dit Emmanuel Valls. Ou moi, ce qui m'étonne, c'est que ce matin, on ne parle pas de la façon de gérer les zones de non-droit. On a tous vu ce week-end ces journalistes qui n'ont pas pu rentrer dans la cité aux Anames à Carcassonne. On n'entend pas le maire de Carcassonne. D'ailleurs, nous l'avons sollicité à Sud Radio. Il ne veut pas s'exprimer. Pourtant, c'est un sujet. Cet homme, ce terroriste, sort de ce quartier dans lequel les journalistes ne peuvent pas rentrer. Nous avions ce matin sur Sud Radio une conseillère municipale qui disait que oui, il y avait beaucoup de jeunes qui posaient problème, qu'ils étaient en train de travailler le lien social. Je pense qu'on a largement dépassé cette dimension. Alors, pour revenir sur le champ politique, il y a quelque temps, j'ai vu un conseiller d'Emmanuel Macron. Nous avons parlé de la façon dont Emmanuel Macron gérait le problème de l'islam. Je lui ai demandé s'il avait le bon logiciel pour le gérer. À l'époque, il n'y avait pas encore cet attentat. Ce conseiller m'a dit que le président allait s'exprimer sur la question, notamment sur la question de la laïcité. On a vu que depuis, il a fait profil bas. Il m'a dit, ce conseiller, qu'il était au courant de remontées de certains quartiers qui étaient extrêmement inquiétants et que la question, et c'est pour ça que j'en parle parce que je m'étonne que les politiques ne le fassent pas, la question était peut-être de prendre la main. L'État prend la main à la place du maire qui est défaillant sur ces questions-là dans certains quartiers. Et défaillant faute de compétences ou Alors, disons les choses, souvent par électoralisme, ça a été dit, le conseiller en question me l'a dit. Donc, soit par électoralisme, parce que, voilà, dans ou ces faute de moyens aussi. On vote aussi, manque de moyens, et puis je pense peut-être
à l'écoute de la conseillère municipale de Carcassonne ce matin. On en est toujours à vouloir régler les choses avec du lien social. Je pense que c'est plus grave que ça. Souvenez-vous, après les attentats du Bataclan, Malek Bouti avait évoqué le recours, avait dit qu'il faut que ce soit les préfets qui gèrent l'autorité de l'État dans certains quartiers. On enlève aux maires le peu qu'ils puissent faire, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens non plus. Donc l'État doit reprendre la main. Je pense que symboliquement, il faut le faire. Et je pense que quand le Front National ou les Républicains, ou même Nicolas Dupont-Aignan, en sont toujours à être sur l'arsenal législatif, c'est contre-productif. On n'en est plus là. Oui, non, mais je crois qu'il faut aussi pas tout confondre. C'est-à-dire que quand on parle des quartiers dans lesquels les forces de police ou les autorités ont parfois du mal à pénétrer, ou en tous les cas dans lesquels il y a du grabuge quand ils s'y risquent, ça n'a rien à voir avec la présence de mouvances terroristes ou d'un salafisme très important dans ces quartiers. C'est lié à une délinquance locale qui souvent est assez déconnectée. Alors vous, certains de vos clients sont des petits délinquants ou des délinquants qui font du trafic de stupéfiants, qui ont pour certains le même profil entre guillemets que le terroriste de vendredi, sans pour autant être susceptible d'être radicalisés. Alors évidemment, on peut jamais sonder ni l'âme profonde des gens, ni le futur de ce qu'ils vont devenir. Mais la plupart, moi, des personnes que je défends et qui sont condamnées pour des infractions liées aux stupéfiants, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. C'est peut-être une généralité, mais ça correspond à une certaine réalité. S'ils font du trafic de stupéfiants, c'est avant tout pour des raisons financières. Et l'argent qu'ils vont gagner, il ne va pas servir, en tous les cas les concernant, à financer le terrorisme ou à financer une idéologie. En tous les cas, pour les petits trafiquants, puisque c'est de ça dont on parle, c'est souvent pour aller s'acheter des objets de luxe, pour sortir en boîte et pour, je dirais, être plutôt dans une... Et ceux-là, ils ne sont pas sensibles, ils ne sont pas susceptibles de tomber dans la radicalisation, de côtoyer en tout cas. C'est pas quelque chose, je dirais, qui est extrêmement sensible. C'est pas quelque chose qui est massif quand on rencontre ces gens-là, qu'il y a une imprégnation très importante de l'idéologie, encore une fois, terroriste. Il ne faut pas non plus confondre les choses. Et on évoquait tout à l'heure le salafisme. Il y a un pas assez important entre l'islam, évidemment, entre un islam qu'on appelle radical, mais qui est en réalité un islam orthodoxe, parce que le salafisme, à la base, c'est ça, c'est un islam orthodoxe, et une volonté djihadiste qui d'ailleurs parfois est totalement déconnectée des principes bien sûr de l'islam mais aussi du salafisme. Véronique Jacquier. Oui, quand j'évoquais les zones de non-droit, notamment par exemple la cité aux Anam à Carcassonne, alors vous avez raison, bien entendu, il faut faire la déconnexion entre la délinquance et sans doute que les journalistes qui n'ont pas pu rentrer dans la cité ce on n'arrivait week-end, pas à rentrer dans les cités bien avant les terroristes. Ce qui est important aussi de signaler, c'est la différence générationnelle, puisqu'il y avait des mères de famille dans ces quartiers qui disaient au contraire, venez, nous on a des choses à vous dire, on ne les tient plus ces jeunes-là. Tout à fait. Et ces mères qui ont dit, on est dépassés par ces jeunes, les pères sont absents, donc aidez-nous. Ça c'est vrai. Maintenant, moi ces femmes, j'aimerais qu'on les voit encore plus, si j'ose dire. J'aimerais qu'elles manifestent, parce que vous avez d'un côté, effectivement, les petits caïds qui tiennent le quartier avec le trafic, mais je trouve que ce qui est dérangeant, et c'est là qu'on voudrait que les politiques fassent un peu mieux leur travail, c'est qu'il y a quand même une porosité avec le laisser-faire face à ce jeune terroriste. C'est-à-dire que personne ne lui a dit « tu es fou, n'y va pas », ou on voit que là, sa compagne est en garde à vue, on voit qu'elle était très très active sur les réseaux sociaux. Donc tout ça pose question aussi quand même. Est-ce qu'il y a une défaillance, j'en reviens sur un terrain purement juridique, puisque c'est là-dessus que s'appuie Laurent Wauquiez ou encore Nicolas Dupont-Aignan, est-ce qu'il y a une défaillance? Est-ce qu'on peut changer des choses sur la déchéance de nationalité pour les binationaux? Ce sont des sujets qui ont été régulièrement évoqués. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, les trois mesures qui étaient évoquées, c'est le bracelet électronique pour les fichiers S, l'expulsion des fichiers S qui auraient une autre nationalité, donc étrangers, et le retour des personnes qui viennent de Syrie. Sur la question des personnes de Syrie, c'est, je pense, une question qui est très différente, qui relève du droit international, donc je ne suis pas certain que ça soit intéressant de s'en occuper là. En revanche, pour les personnes qui sont fichées S, il faut quand même bien préciser quelque chose, parce que les débats ils vont et continuent à l'infini. Les personnes qui sont fichées S n'ont commis aucune infraction. S'ils avaient commis la moindre infraction, ils seraient condamnés et il y aurait des sanctions pénales, judiciaires qui auraient été prises. Donc on ne peut pas les condamner a priori. Être fiché S aujourd'hui en France, ça veut simplement dire, pour des raisons
d'ailleurs qu'on n'a pas expliqué, on considère que peut-être vous pourriez être dangereux à un moment donné. Peut-être vous pourriez être dangereux. On n'a même pas le début d'un commencement de preuve, parce que si on l'avait, on pourrait être attrapé dans ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs. Donc on n'est même pas là. Donc venir dire à quelqu'un, pour une raison strictement administrative, que de toute façon on n'expliquera jamais, puisque c'est des documents et des informations qui sont secrètes, on va vous mettre un bracelet électronique. C'est-à-dire on va prendre en fait une sanction judiciaire sur la base d'informations administratives non vérifiables, ou pire, on va vous expulser d'un pays dans lequel vous habitez, peut-être pour lequel vous avez un titre de séjour. C'est anticonstitutionnel ? Non mais, je ne sais pas si c'est anticonstitutionnel, évidemment, mais en tous les cas, c'est pas prévu par la loi, donc ce qui est sûr, c'est que c'est contre la loi, et ce qui est certain, c'est que d'un point de vue strictement de la pratique juridique, ça paraît inconcevable. Oui, de toute façon, les politiques font des fiches S, l'alpha et l'oméga en ce moment. Mais où vous avez raison, c'est que c'est une mesure uniquement administrative. Donc on ne peut pas lui faire porter le chapeau. C'est même pas une mesure. On voit bien qu'il y a des angles morts quand même dans la politique actuelle pour gérer le terrorisme. On voit bien que ce jeune Radouane, ce terroriste, il a apparemment agi seul, même s'il s'est radicalisé sur Internet. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y a beaucoup de complicité. Il y a au moins un complice qui est en garde à vue. Il y a sa compagne et un ami. Il n'y en a pas non plus 36, donc ce n'est pas une énorme logistique terroriste. On voit qu'il est capable de frapper comme ça les entrailles de notre pays, il n'y a pas d'autre mot. Donc je pense que là, on est vraiment dans la politique spectacle et toutes les mesures qu'on a vues, comme vous l'avez souligné aussi, ça reste de l'administratif et c'est pas ça qui va changer les choses et la phase du terrorisme en France. La gestion par le gouvernement de cette situation de crise, la première réellement, même s'il y a eu l'attentat de Marseille à la gare Saint-Charles au mois d'octobre, mais c'est vraiment la première situation d'envergure pour le gouvernement. Est-ce que Emmanuel Macron tient son rang ? Alors, pour l'instant... Là encore, on est un petit peu dans la politique spectacle parce qu'on a vu ce week-end le gouvernement, les conseillers du président tweeter sur les deux fameuses réunions, les deux cellules de crise. Pour l'instant, Emmanuel Macron ne s'exprime plus, bien entendu. Il laisse Gérard Collomb en première ligne et on voit qu'il est un petit peu malmené. Il va évidemment, le mot est un peu fort, il ne va pas faire de la récupération mercredi en rendant hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Il va être complètement dans son rôle. Mais il faut voir ce qu'il va en découler après. C'est toujours, on attend des mesures plus fortes que le blabla administratif dans lequel tout le monde nous en fume. Le mot est un peu fort, mais enfin c'est un peu ça. Philippe-Henri Honegger, cet hommage national que va rendre la France mercredi et Emmanuel Macron, c'est nécessaire ? C'est une décision qui est strictement politique. Pour vous, il y a une forme d'instrumentalisation derrière cet hommage ? À partir du moment où on décide de rendre un événement, ou en tous les cas de faire une manifestation publique par rapport à quelque chose, c'est politique, c'est forcément une instrumentalisation, mais pas forcément de manière négative. Ça peut aussi être une manière de dire, à un moment donné, il y a un gendarme qui a sacrifié sa vie pour assurer la sécurité des autres concitoyens. Et donc, symboliquement, ça a quelque chose de fort. Je ne suis pas sûr que dire ça soit instrumentaliser le sacrifice de ce monsieur. D'un point de vue juridique ou strictement pénal, il n'y a rien à dire. C'est une décision qui est politique et qui appartient au gouvernement. Pour vous, c'était nécessaire ? Oui, je pense qu'on est passé dans un autre monde. Moi, je me souviens en tant que journaliste, un jour, avoir été sur le pont Alexandre III. Une voiture est passée. Il y avait 2 cercueils de soldats qui étaient morts en Afghanistan. On ne leur avait rendu aucun hommage. Personne ne savait qu'il y avait les 2 cercueils de ces soldats qui passaient là. Moi, ça m'avait beaucoup choqué. Maintenant, évidemment, dès qu'il y a une victime, et là, de fait, pour le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui donne sa vie pour d'autres personnes, on en fait un hommage national, un hommage solennel. Oui, ça me paraît important. Et oui, c'est important qu'il y ait une forme de sacralité dans la République dans laquelle on est, parce que si ces valeurs-là s'effondrent, finalement, notre société s'effondre. Donc là, Emmanuel Macron, mercredi, va évidemment mettre le cap sur le fait que c'est ces valeurs qui font le ciment maintenant de notre République. Et pour combattre une idéologie mortifère qui est celle de l'islamisme radical. Je voudrais juste vous montrer tout autre sujet maintenant, cette une de l'équipe qui nous a frappé aujourd'hui sur CNews, parce que c'est rare quand l'équipe titre autre chose qu'une actualité sportive. Sauf que là, on y voit une femme dont on devine la silhouette avec ces mots très forts. Ce n'étaient pas des petites gifles, mais des coups de poing dans le ventre sur le visage. Partout, elle parle de son ancien mari, footballeur professionnel. Elle est surprenante, cette une. Elle est dans la veine, j'allais dire, des suites du scandale Weinstein et de cette fameuse libération de la parole, Magali.
Oui, alors c'est quand même... Véronique Jacquier, pardon. Oui, pardon. Je vous appelle C'est quand Magali, même mais une grande première. vous avez le droit de vous défendre et de rappeler votre C'est une nom. grande première que l'équipe se lance dans une une comme ça, et c'est très bien. Là aussi, ça veut dire qu'on a changé de monde, parce que l'équipe, même nos confrères journalistes, sont quand même encore un peu machos. Donc c'est très très bien qu'il fasse cette une, mais ça témoigne aussi de quelque chose de grave, c'est évidemment les violences conjugales qui sont tues quand vous êtes une superstar et autres. Non, on n'est pas dans l'intimité d'un grand footballeur. Ce qui est nouveau, c'est que les femmes parlent. Donc là aussi, il y a une libération de la parole. C'est très très important. Je crois que depuis 2016, il y a 6 cas comme ça de footballeurs qui sont incriminés pour avoir tabassé leur compagne. Il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, soyons francs, c'est pas parce qu'il y a il n'y a pas parce qu'il y a eu la une de l'équipe que ça va malheureusement changer le quotidien de bien des épouses. Elle vous a interpellé cette une? Oui, en tous les cas, ce que ça rappelle, c'est que les violences faites aux femmes, ça concerne pas que le milieu du cinéma, ça concerne pas que MeToo, ça concerne aussi, au même titre d'ailleurs, les femmes de footballeurs. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est pas que les femmes de footballeurs aussi sont victimes de violences, c'est que les femmes de footballeurs sont des femmes comme toutes les autres, qui ont des problèmes avec les hommes ou avec leur mari, comme toutes les autres, et que si à travers elles, ça peut appeler une attention plus particulière pour toutes les autres femmes qui, elles, ne sont pas des femmes de footballeurs, mais qui subissent les mêmes violences, parce que qu'on soit femme de footballeur ou star de cinéma, quand on se prend un coup de poing ou une gifle, c'est la même violence. Tant mieux, il faut lutter contre ça à tous les niveaux, et c'est forcément une bonne chose de venir rappeler que quand on est victime de violence, on a le droit de déposer plainte. C'est dommage que cette dame, elle semble pas être identifiée. Moi, j'aimerais qu'elle le fasse. Oui, c'est vrai. Qu'elle dépose une plainte, tant mieux. Et peut-être que qu'elle n'ait pas honte de dire c'est arriver, qui sait, dans les prochains qu'elle le fasse. Véronique, dernier mot. Oui, ce serait d'autant plus important que quand même ces hommes sont des mythes pour bien des jeunes, qu'on se rend compte que si tabassent leurs femmes comme les autres, c'est peut-être aussi une question d'éducation à la base, mais qu'il faut changer le regard sur ces hommes-là et que ça passe, comme vous le dites, sans doute par moins d'anonymat. Véronique Jacquier, merci beaucoup. Philippe-Henri Honegger, merci à vous pour d'être venu sur le plateau de CNews pour ce débat. Vous restez avec nous. Toute l'actu revient dans quelques instants. Nous parlerons de cet hommage national qui sera rendu au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Ce sera mercredi aux Invalides à 11h30. Et puis il y aura une conférence de presse du procureur de la République de Paris, François Molins, à 19h à suivre sur CNews. À tout de suite.